Merci à tous d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous voir réunis, nouveaux visages ou anciens visages. Il y a des gens, je vais le dire honnêtement, je ne sais pas qui est Edouard, qui est François. Je ne sais pas lequel est Edouard, lequel est François, je suis désolé. Ça arrivera. Il y a des gens qui sont là depuis un peu plus de temps. Mais en tout cas, je voulais tous vous remercier d'être là et de me consacrer un peu de temps. Je sais que les semaines sont chargées et tout, mais c'est important qu'on puisse échanger avec vous. Pourquoi? Parce que je suis le patron de cette agence, Paris et des petites équipes à Berlin. Je pense que c'est hyper important que vous compreniez quelle est l'origine de cette agence. Vous en faites partie, vous la construisez au quotidien. Et je pense que c'est toujours bien de revenir un peu en arrière pour raconter d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que cette énergie est venue, d'où est-ce que ces process sont venus, pour comprendre et mieux vous orienter sur où aller, quoi. Et c'est pas un jeu de mots avec mon prénom. Absolument pas. Donc en gros, j'ai appelé ça Darwin Begins parce que je trouve ça cool, comme dans toute super aventure, de revenir en arrière sur les origines du phénomène et du personnage. Donc je vais vous parler de moi. C'est un truc que je déteste faire, que je trouve pas très intéressant personnellement parce que je connais très bien mon histoire, mais qui peut être un bon éclairage pour vous dans la carrière que vous avez aujourd'hui chez nous, demain peut-être ailleurs. En tout cas, moi mon but c'est toujours d'échanger au maximum et comme je disais encore cette semaine, moi ce qui me fait plaisir et ce qui est hyper important pour moi, c'est que vous soyez ici aujourd'hui ou ailleurs demain, que vous cartonniez dans ce que vous faites. Et je pense que l'expérience que j'ai pu avoir ces 10 dernières années et ces 7 dernières années chez Darwin peut vous accompagner là-dessus. Donc en gros, je pense que cette masterclass est utile pour vous, pas seulement au sein de Darwin, mais pour les 30, 40, 50, 70 prochaines années de taf qui vous attendent. 70 c'est pour Yacine, parce que lui vraiment, il bosse jusqu'à 100 ans, quoi. Voilà. C'est comme toujours, c'est une conversation, c'est une discussion. Donc, s'il y a des échanges, si vous avez des points que vous voulez éclaircir, ou s'il y a des choses qui vous semblent incohérentes ou pas claires, ou si je parle très vite, ce que je fais, n'hésitez pas à m'interrompre en levant la main ou en m'interrompant directement. Ça marche? Cool. On se donne genre 30-40 minutes, parce que je sais qu'il y a 1000 choses sur lesquelles vous êtes. Et voilà, ça va? Cool. Vous le savez tous, je m'appelle Walé, j'ai 35 ans, bientôt, je vais avoir 35 ans dans un petit mois, le 21 mai, n'oubliez pas, c'est pour ça aussi que c'est un jour qu'on travaille. Myriam m'a dit, est-ce que tu veux que comme travail, Darwin t'offre des jours de travail? J'ai dit oui, je trouve que c'est une super idée. Je suis né à Paris, mes parents sont du Nigeria. Le Nigeria, si vous ne connaissez pas, c'est un géant de l'Afrique, c'est là d'où vient aussi Santo, donc j'ai insisté auprès de Myriam pour qu'il y ait un deuxième Nigérian dans l'aventure. C'est un pays anglophone, donc j'ai une culture double en fait, j'ai une culture française, parce que je suis né ici, je suis né même à Neuilly. Donc on ne peut pas faire plus français que Neuilly, globalement. Et en même temps, j'ai passé mon enfance à vivre, à passer beaucoup de temps dans un pays qui est en développement, qui parle anglais, où il n'y a que des gens qui sont à 98% noirs, et qui sont très anglo-saxons. Donc j'ai vraiment ce double héritage d'avoir grandi en France, mais en même temps, passé beaucoup de temps dans une famille nigériane et donc de culture anglophone. Le Nigeria, c'est un pays qui produit des gens qui ont beaucoup d'énergie. On est réputé pour être très fort sur l'adaptation et très fort sur la création. Donc en gros, c'est des joueurs de foot, pas mal d'artistes. C'est la 4e industrie en termes de production de vidéos et de cinéma avec Nollywood. Donc c'est vraiment un pays qui est hyper créatif, quoi. Et voilà, j'ai hérité de ça. Et c'est un pays aussi où c'est dur, où la vie est dure, quoi. Genre il y a 180 millions de personnes, beaucoup de pauvreté. Donc tu apprends très vite que si tu ne te débrouilles pas, si tu ne fais pas le taf toi-même, personne ne t'aidera, quoi. Donc j'ai grandi un peu dans cet univers-là, il y a Neuilly. J'ai fait des études somme toute classiques, lycée Pasteur et tout. J'étais un élève peut-être un peu de facilité, mais qui ne foutait pas grand-chose, qui copiait les fax qu'on lui envoyait genre à 23h les veilles de rendu de devoirs de maths. À l'époque, il y avait des fax. Et j'ai atterri par hasard à Dauphine, parce qu'un de mes meilleurs potes de l'époque prenait un dossier pour aller à Dauphine, qui est une université de Paris qui fait des maths ou de la gestion. Et il a pris le dossier en allant là-bas. Il m'a dit voilà, c'est une fac gratuite qui est plutôt pas mal. Moi, je vais m'inscrire en doc de maths. Je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'ai dit vas-y, prends-moi un dossier fainéant. Je suis un fainéant. Donc j'ai dit prends-moi un dossier au passage aussi et tout. Maths, pourquoi pas. Je suis pas trop mauvais. Et en fait, ça me saoulait de payer une école, quoi. Je voulais pas payer 13 000 balles. J'avais vu mon frère faire ça et bosser au Häagen-Dazs tous les week-ends. Je trouvais ça pas très intéressant. Donc je me suis dit vas-y, prends la facilité, prends le truc plutôt bien réputé et où t'as pas besoin de payer, où c'est genre 1000 balles. Et je suis devenu étudiant du coup à Dauphine boursier. Parce que j'ai grandi avec une mère célibataire à Neuilly. Donc tout petit appartement, mais dans un cadre très bien. Et je trouve que c'est le meilleur choix que ma mère ait fait. Je pense que c'est très intéressant. En tout cas, c'est le moins pire des choix de grandir pauvre dans un environnement riche, plutôt que riche parmi les pauvres. Enfin, bref. Donc voilà comment j'ai grandi un peu à Neuilly. Donc beaucoup de réseaux. Donc, je connais beaucoup de monde, parce que les gens avec qui j'étais en cours sont des fils de gens de Neuilly. Donc j'ai un très bon réseau aujourd'hui, ce que j'ai hérité à travers mes années à Neuilly, mais aussi à Dauphine. À Dauphine, du coup, j'y suis allé pour faire des maths et des stats, ce qui est vraiment genre pas le meilleur des choix pour un garçon comme moi, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais je me suis dit que c'était une bonne voie pour faire du business et peut-être trouver ma voie. Et en fait, la première semaine où je suis arrivé au week-end d'intégration.
Et dans le week-end d'intégration, en fait, il y avait un club de vidéo qui faisait la vidéo et des reportages sur ce qui se passait pendant les 2 jours de week-end d'intégration. Et j'y suis allé, et à la fin du week-end d'intégration, donc genre le dimanche midi, un truc comme ça, ils diffusent en fait 40 minutes de ce qu'ils appellent un JT, donc une vidéo de 40 minutes avec des séquences filmées, tournées, montées, mises en musique, des sketchs. Et j'ai pris la claque de ma vie. J'ai pris la claque de ma vie, c'était trop bien. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment cette notion de quasiment en temps réel. Ils filmaient ce qui s'était passé le vendredi soir, le samedi c'était à l'écran. J'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est tellement mortel, quoi. T'es avec 400 mecs de ta promo, tu vois en image tout ce que tu as vécu pendant le week-end, c'est des bêtes de souvenirs pour ta vie, c'est des potes pour la vie et tout. Et je me suis dit, putain, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Toucher les gens comme ça, leur raconter des histoires qui les touchent, qui les marquent, je trouve ça mortel. Et à partir de ce moment-là, donc du coup, on était en 2000, je suis entré à Dauphine en 2005. À partir de 2005, globalement, j'ai su que ce que je voulais faire, c'est de l'audiovisuel. Et donc, du coup, j'ai très rapidement abandonné les maths. Je suis resté à Dauphine dans ce club de vidéo où j'ai évolué. Je suis devenu trésorier, j'ai animé une émission télé, je suis devenu président de la SOS au bout de 4 ans et tout. Et j'ai en permanence bossé parce que ça me passionne en fait. J'adore l'image, j'adore l'histoire, je trouve ça hyper intéressant. J'adore toucher les gens et marquer les gens. Fournir de l'entertainment, tu vois, faire rire les gens, toucher les gens, leur raconter des histoires, leur faire changer ce qu'ils ont en tête, tu vois, les divertir, les éloigner des problèmes qu'ils ont au quotidien, les amener vers quelque chose de plus léger, je trouve ça cool en fait. Je trouve que c'est un don à l'humanité qui est plutôt cool d'amuser, de distraire les gens. On ne sauve pas des vies dans ce secteur-là, clairement, mais apporter un peu de plaisir, apporter un moment collectif où les gens se rassemblent dans un monde qui se divise, je trouve ça toujours intéressant. Et puis j'aime aussi cette notion d'universalité de l'entertainment, c'est-à-dire qu'en gros, on peut partager une histoire, qu'on soit mexicain ou sri-lankais, et être rapproché par ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue intellectuel. Donc je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Donc j'ai fait tout le temps des stages. Genre première année de fac, j'ai fait un stage sur la Star Academy. Donc en gros, j'étais au casting de la Starac. Donc mon taf l'été pendant 2 mois, c'était de trouver les candidats pour la Starac. Donc j'avais 17 ans à l'époque, parce que j'avais 1 an d'avance. Et donc du coup, des mecs de l'association audiovisuelle m'ont dit, voilà, si tu fais rien cet été, nous on cherche des stagiaires ou des petits jobs pour bosser sur une émission à Plaine-Saint-Denis. J'ai fait, c'est quoi? Ils m'ont dit, ouais, c'est un truc de télé-réalité. J'ai fait, vas-y, on y va. Et puis du coup, j'y suis allé pendant 2 mois et très cool. Hyper marrant de trouver les talents qui allaient passer à l'émission télé. Et t'es un gamin de 17 ans qui dit aux gens, ouais, non, je pense que ça va pas le faire, reviens l'année prochaine. Et tu raccroches. Enfin, complètement aberrant, mais hyper intéressant. Et puis t'apprends, quoi. Je considère que chaque expérience est super bonne à prendre. Donc quel que soit le taf que vous ayez à faire, quelle que soit la mission sur laquelle vous êtes aujourd'hui, vous ne savez pas comment elle va vous servir dans 5, 10, 15 mois ou années, quoi. Donc j'ai fait ça la première année. Deuxième année, j'ai fait de la post-prod. Donc j'ai passé mon été en boîte de post-prod à regarder comment les mecs travaillaient sur le montage, parce que j'avais commencé à faire du montage aussi moi-même. Et du coup, à voir, comprendre comment tu racontes une histoire, parce que tourner, c'est bien, mais la manière dont tu la racontes en post-prod, c'est fondamental. En fait, c'est le produit final que tu crées. Donc j'ai passé en fait 2 mois en chargé de prod dans une société de post-prod. En fait, on était 2 stagiaires et l'autre stagiaire voulait se faire embaucher, pas moi. Donc en gros, je lui ai laissé tout mon taf et je suis parti en fait rester avec les monteurs pendant 2 mois à me la chiller de 10h à 20h, juste à mater des mecs monter, quoi. Troisième année, en fait, je suis passé en market parce que ça me rapprochait de ce que je voulais faire de l'audiovisuel. Comme toujours, savoir où on va, ça permet de faire des choix qui sont meilleurs. Donc, sachant que je voulais aller dans l'audiovisuel, je me suis orienté un peu plus vers le marketing, toujours à Dauphine. Et là, j'ai fait un stage de 3 mois où j'étais chez TF6 Série Club. Donc, c'est une chaîne qui n'existe plus du CapSat. En gros, il n'y avait que des séries. C'est les premiers mecs à avoir acheté Dr House, c'est les premiers mecs à avoir acheté Lost. Ça, c'était en 2003. Et pendant tout l'été, en fait, j'étais payé en stage. Donc, je n'étais pas payé, en fait. J'étais payé en ticket resto pour mater des séries tout l'été. Voilà, c'est un job qui existe dans les chaînes télé. Il y a des gens qui sont payés à regarder tous les contenus. Et en fait, ça, c'était mon taf. Je faisais ce qu'on appelle de l'acquisition. Donc, c'est toi qui décides les programmes que tu achètes, que tu n'achètes pas pour la chaîne télé. Et quand tu bosses pour une chaîne de séries, bah, tu regardes ton temps, tu passes ton temps à regarder des séries. Donc, j'ai regardé pendant 3 mois, j'avais un casque, j'avais une casquette à l'époque, un casque sur les oreilles. Je passais mon temps les pieds sur la table à mater des séries et à faire des fiches où je disais putain, c'est cool ou putain, c'est naze, 15 sur 20. Si on le met, c'est plutôt un jeudi soir parce que c'est une cible féminine, ou c'est plutôt un dimanche après-midi parce que c'est une cible familiale, etc., etc. Donc ça a aiguisé en fait mon sens artistique. C'est là où j'ai vachement découvert qu'en fait tu bosses pas pour toi, tu bosses pour des gens. Et en fait, il faut que tu comprennes ce qui plaît à autrui, même si toi ça te plaît pas, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mater, j'en sais rien, des trucs de des mélodrames ou des telenovelas. C'est peut-être pas quelque chose qui me plaisait à l'époque. C'est peut-être pas quelque chose qui me plaît toujours aujourd'hui, mais n'empêche que ça fait une audience et que chaque produit en fait a son public et que notre taf aussi c'est d'associer des bons contenus pour les bonnes personnes en fait. Et indépendamment de la qualité qu'on estime que ça a,
on n'est pas là pour juger le contenu. Si ça plaît à des gens, si ça divertit des gens, je considère que c'est bien pour eux, quoi. Je n'ai pas une vision de l'entertainment que peuvent avoir certains, notamment dans le service public, et de se dire, voilà, le but de la télévision, des médias, c'est d'éduquer les gens, etc. Je considère que c'est en partie ce que peuvent faire les médias, en partie, mais je pense qu'il y a aussi une vertu à juste divertir les gens, quoi. Je pense que quand tu fais 8 heures de taf, lourd, relou, et que tu rentres chez toi et que tu as juste envie de mater la télé, tu peux te permettre de mater un truc juste qui te change les idées, qui n'est pas là pour changer le monde, quoi. Et je pense qu'il y a une noblesse aussi là-dedans. Voilà, on ne peut pas faire que du Arte. Sinon, Arte ne ferait pas 2% d'audience. C'est la réalité, malheureusement. 2,2% d'audience Arte. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, donc très cool. Donc ce métier-là existe. Et puis après, j'ai découvert encore un autre métier qui était de créer des émissions télé. Donc en fait, pendant 4e année, j'avais fondamentalement que je voulais bosser dans l'entertainment et plus spécifiquement à la télé. Et en fait, j'ai mis tous mes cours sur un jour, le jeudi. J'ai décidé de passer mon année, quasiment mon 2e semestre, tout mon 2e semestre en stage. Parce que j'apprenais beaucoup plus en stage que je n'apprenais dans mes études. Donc je me suis mis intelligemment dans les meilleurs groupes de TD, avec les mecs qui étaient vraiment bons. Moi, je foutais rien, du coup, je partais bosser et je me retrouvais avec des notes qui n'étaient pas trop mauvaises. Parce que systématiquement, je faisais un petit montage vidéo pour la présentation finale. Et le petit montage vidéo pour la présentation finale en 2004, ça marchait. Ça ne marcherait plus, évidemment, aujourd'hui. Mais à l'époque, ça marchait. C'est comme ça que j'ai eu mon Master 1 de gestion de marketing sans être quasiment en cours et en passant mon temps en stage. J'ai fait 2 stages à ce moment-là. J'ai fait un stage où, en fait, je développer des émissions télé. Donc ça, pareil, c'est un métier que vous connaissez peut-être pas. Il y a des gens qui sont payés dans des structures de production, donc en démol, chaîne, ou parfois dans les chaînes, à trouver les émissions de télé de demain. Voilà. Genre, qu'est-ce qu'on va mettre à la télé demain? Qu'est-ce qu'on fait samedi de 20h45 à 23h? Quel format, quelle émission est-ce qu'on invente? Et en fait, ça, c'était mon taf. Et c'est là, pour la première fois où professionnellement, je suis arrivé dans quelque chose qui était du domaine de la création, où tu as une page blanche, tu n'as pas de brief. Pour le coup, en télévision, tu n'as pas de brief. On te dit juste, France 2, tous les samedis de l'été, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que la majorité des émissions télé sont créées. Donc, contrairement à nous, l'univers publicitaire qu'on a, qui est formalisé avec un brief, un besoin, une audience, un budget, en télé traditionnelle, hein, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait. Donc ça se rapproche de l'industrie créative, un peu comme dans le cinéma où tu n'as pas de brief, et c'est plutôt les créatifs qui viennent t'apporter des idées que l'inverse. Et en fait, je fais ça, et en gros, j'ai découvert que c'était hyper drôle. Donc on était en 2004, donc j'avais 21 ans. Donc j'ai passé 6 mois en fait à bosser là-dessus. On me disait, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant de mettre des célébrités dans une ferme à l'étranger, et on filme tout ça, et en fait, c'est devenu la ferme. Et donc, du coup, c'est des projets comme ça sur lesquels j'ai bossé très très jeune, qui sont des trucs de grosse ampleur, parce qu'en gros, à l'époque, ça devait faire 6 à 8 millions de personnes. Et en fait, c'était des gens comme moi qui avaient entre 20 attends, c'est quoi? C'était 2004, donc entre 21 et 28 ans, qui bossaient sur des trucs comme ça de grosse ampleur. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est ouf en fait. L'idée à la con que tu as là, 8 millions de personnes là-bas demain. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'excite de ouf. J'adore l'idée de me dire que c'est parti d'une idée à la con, et que c'est devenu un truc que plein de gens ont kiffé. J'adore ce sentiment-là, c'est ce qui m'a touché quand j'ai démarré à Dauphine et que j'ai vu les premières vidéos pendant mon week-end d'intégration. C'est ce qui m'a continué à me toucher et à m'animer quand je me suis dit que j'avais le pouvoir, l'intelligence, la capacité créative pour le faire. Et du coup, je me suis dit, ça va être ma carrière, ma trajectoire, quoi. Je veux bosser dans l'entertainment, je veux bosser dans les médias et à la télé. Et donc du coup, j'ai fait un master de médias à la Sorbonne. Il y a un master de médias qui est plutôt bon à la Sorbonne, qui est spécialisé dans l'audiovisuel, et où j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui je traîne aujourd'hui. Le patron du web d'Arte, il était dans ma promo. Pas mal de gens avec qui vous avez pu croiser ici sont des gens que j'ai rencontrés en Master 2. Et clairement, c'est un truc aussi qu'on apprend un peu plus tardivement. Les gens avec qui tu étudies forment ton premier réseau et c'est les gens sur lesquels tu t'appuies tout le reste de ta carrière, quoi. Donc les mecs avec qui vous êtes à la fac, vous avez été à la fac il y a 2, 3, 4 ans, ils vont être une partie fondamentale de votre réseau et de votre succès ou de vos échecs sur les années qui suivent, quoi. Donc le premier jour de master, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Gilles, qui a eu un rôle hyper important dans le reste de ma carrière, et de ma vie même. Donc ce master-là était très cool, très spécialisé. Et j'ai passé 6 mois là-bas, et puis j'ai terminé par un stage chez De Chavannes, où je créais les émissions télé de De Chavannes dans un service de création audiovisuelle. Donc assez rigolo, je pourrais vous en dire plus si ça intéresse des gens. Et à l'issue de ça, ils ont voulu m'embaucher en CDD de 6 mois, donc j'ai pris un CDD de 6 mois. Et moi, j'ai toujours eu envie de partir vivre à l'étranger. Je suis extrêmement attiré par l'international. Ma trajectoire universitaire a fait que je n'ai pas pu changer et partir en Erasmus. J'ai pas pu partir en Erasmus parce que j'ai changé de filière en plein milieu de mon cursus. Donc du coup, j'ai toujours eu un peu cette frustration de me dire putain, vivre à l'étranger, c'est quand même cool, quoi. Je pense que ayant un profil international, je parlais 3 langues à l'époque, étant curieux, bah, c'est quand même cool de voyager. Je trouve que c'est un des meilleurs trucs qu'on peut faire sur Terre, qu'on a un passeport français, un peu de thune et qu'on est jeune. C'est voyager, c'est vraiment un truc qu'il faut
Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, quoi. Je vous encouragerai toujours à le faire. Et en essayant de trouver un espèce de VIE ou d'échange, je suis tombé en fait sur des mecs qui faisaient des tours du monde. Donc là, on était en 2005-2006. Et j'ai vu des mecs partir en tour du monde et tout. Et je me dis, putain, ouais, VIE, c'est un peu compliqué. Stage à l'étranger, c'est un peu compliqué. Par contre, tour du monde, ça coûte 12 000 balles. Tout inclus, genre c'est 1000 balles par mois. Globalement, c'est ce que je crame sur mon premier salaire tous les mois. Et pour la même thune, je peux faire le tour du monde pendant 1 an. Je me suis dit, je serais débile de rester à Paris. Et donc, j'ai commencé à économiser. Et je me suis dit, putain, ok, je fais 6 mois de CDD, je mets 2000 € par mois de côté, je mets toute ma thune de côté pendant 6 mois, et puis à la fin, je me casse, je pars en tour du monde. Évidemment, j'ai touché mes premiers salaires, un peu comme vous, peut-être. Mes premiers salaires, ils sont partis. Je ne sais même pas où est passé l'argent. En vrai, la thune m'a brûlé. Genre, tous les mecs, j'avais saigné tous les verres que je devais à des gens depuis des années. Et tout, j'ai commencé à les rendre et tout, évidemment. Ça parle beaucoup à Boris. Et du coup, genre, mon CDD de 6 mois, mon rêve de partir en tour du monde, que dalle. Et donc, du coup, je suis retourné voir mes boss en disant, voilà, je veux toujours partir en tour du monde, je veux continuer à bosser avec vous pendant 1 an. Je ne prendrai pas de CDI parce que je n'ai pas envie de prendre un CDI et que je ne crois pas à ce modèle de travail-là. Par contre, si ça vous intéresse, moi, ça m'intéresse de rester avec vous chez De Chavannes, de continuer à développer des projets pendant 1 an. Au bout d'1 an, je partirai. Là, je me suis dit que c'était un peu plus rationnel. Sur 2000 balles que je touchais, j'allais mettre 1000 balles de côté par mois, cramer 1000 balles et puis partir. Et ce que j'ai fait. Et donc, du coup, là, c'est le premier projet que j'ai vraiment réussi, que j'ai planifié et j'ai passé, je pense, des meilleures années de ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je suis parti de 2007 à 2008, je suis parti de Londres à Bombay et en fait, je suis rentré par New York au bout de 12 mois. Donc, en vrai, mortel, vraiment expérience de malade. Je suis parti seul, avec de l'argent, un passeport français, un mec noir. En vrai, t'as zéro galère. T'as zéro galère, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc dont il faut profiter si vous le pouvez. Et là, j'ai goûté au digital. C'est-à-dire, j'ai commencé à tomber sur des mecs américains qui utilisaient Facebook et me disaient, putain, vas-y, rajoute-moi sur Facebook et tout. Et là, en tant que mec qui faisait de la création, je me suis dit, putain, c'est hyper intéressant d'avoir une plateforme où, en gros, tu peux échanger avec des gens du monde entier en temps réel et partager des contenus comme ça, gratos. Je me suis dit, putain, il y a quand même un truc qui se passe là dans le digital. Donc là, on était en 2007, 2008. Je me dis, il y a une plateforme qui est quand même super cool. Twitter est en train de monter doucement. Et je me dis, créativement, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Créativement, il y a... Vas-y, là. Ouais, mais MySpace, moins contenu. MySpace, c'est toi, c'est ton profil. Il y a moins cette notion d'échange et de plateforme ouverte. C'est la période où tu as beaucoup de blogs. Tu as beaucoup de blogueurs classiques qui forment des blogs, un peu de Facebook qui monte. MySpace est là, mais plus page personnelle et très orientée musique quand même. Et je fais ce tour du monde pendant 1 an. Je reviens à Paris et en fait, je reviens, je me mets dans le même appart, je reprends le même taf et je me remets avec la même meuf. Pire idée du monde. Ah, pire triple idée du monde, quoi, vraiment. Triple idée du monde. C'est-à-dire qu'en gros, tu reviens au même taf. En gros, tu as toujours encore les mecs qui disent, ouais, il y a Nadine de la cafette qui a... T'es là, genre, le monde, toi, t'as changé. Personnellement, c'est l'année où j'ai le plus appris. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais rien faire en partant. J'ai appris qu'en fait, tout était possible. Je n'ai peur aujourd'hui de rien. Enfin, si vous voyez que Darwin existe et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris pendant ce tour du monde que je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire au niveau où j'ai envie de le faire. La seule limite qui existe pour moi, c'est moi-même. Je suis ma seule propre limite. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre vous ici. Pendant 1 an où tu es tout seul, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de truc, tu fais ce que tu veux, tu apprends qu'en gros, tout est possible, quoi. La seule limite qui existe, c'est notre putain d'imagination. Et ça m'a donné une confiance en moi qui est ouf. C'est pour ça que certains ici me disent, putain, mais t'as toujours l'air heureux, t'as jamais l'air down et tout, même quand c'est galère. Franchement, je vous le dis, la vie est quand même globalement cool et vous pouvez tout faire. Tout faire. Et je suis revenu après avec 1 an de tour du monde seul tout, avec une confiance en moi de malade en me disant, mais je vais faire ce que je veux, quoi. Vraiment, je vais faire ce que je veux. Et je vais kiffer, surtout. J'ai tellement kiffé pendant cette année que je me suis dit, je ne veux pas arrêter de kiffer. Je suis arrivé à un niveau de kiff pendant ce tour du monde, je me suis dit, oh, franchement, le reste de ma vie, je ne veux pas le passer là. Aucun intérêt, je me suicide maintenant. Si je continue à être en vie, je veux juste continuer à kiffer de plus en plus. Et pour moi, le kiff, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est faire des trucs qui te plaisent, et faire des trucs qui sont gros et ambitieux. Donc je suis revenu en France avec cette triple mauvaise idée. Et au bout de 3 mois, je me suis rebarré. Franchement, je me suis dit, ça me saoule, j'ai envie de continuer à profiter de cette liberté-là. Et en fait, je suis parti en Espagne et à Berlin. Et je suis parti en Espagne et à Berlin parce qu'en fait, j'avais commencé à apprendre l'espagnol en tour du monde. Donc j'avais fait allemand à l'école et anglais, parce que je parle anglais naturellement. Et j'avais commencé à apprendre l'espagnol en voyageant. Je me suis dit, vas-y, en 3-4 mois, je peux maîtriser l'espagnol. Je
parti à Madrid distribuer des tracts dans la rue et en fait j'ai appris l'espagnol et je parle plutôt bien l'espagnol aujourd'hui. Et je suis parti à Berlin parce que j'avais commencé à avoir un vrai goût prononcé pour le street art à l'époque et que Berlin, si vous connaissez un peu Berlin, c'est la mecque du street art en Europe et qu'en gros c'était quand même super cool. Et quand j'ai terminé ces 6 mois de plus, donc qui ont mis un terme à 18 mois de voyage dans ma vie et d'acédique un peu, pas trop, je suis revenu à Paris en me demandant ce que j'allais faire. Et là mon ancien taf m'a reproposé du taf. Pour la 3e fois les mecs me reproposaient du taf. Je pense que j'étais pas mauvais dans ce que je faisais. Et puis c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de toujours garder des bonnes relations avec les gens avec qui vous bossez. Parce qu'en fait, c'est les gens qui vous soutiendront quand vous en aurez le plus besoin, quoi. Et je suis revenu dans ce même taf-là. Ils m'ont dit voilà, on te propose ce taf. J'ai dit j'accepte de le faire à une condition, je veux faire grave de digital. Le digital, il se passe un truc. On est en 2008, on est en 2008-2009. Il se passe un truc sur le digital. On ne peut pas être une agence de prod classique qui fait que la télé, quoi. Il faut qu'on se positionne sur le digital. Et on a commencé à faire des trucs sur le digital. Et vous vous souvenez du mec que j'ai rencontré en master, là, Gilles? Lui, il avait continué sa carrière. Et en fait, il était devenu en charge du web, enfin en charge de certaines pages web chez Canal. Et il avait lancé une plateforme qui s'appelait Canal Street. Je rentre de Berlin, la mecque du street art. Vous commencez à voir comment est-ce que la vie est bien faite. Et il me dit, voilà, je cherche des contenus, je cherche des idées pour ma plateforme. Est-ce que tu n'as pas des idées? Donc ce pote de promo me dit ça et je lui dis, bah tiens, je rentre de Berlin, j'ai trop envie de faire ça sur Paris. En plus de mon taf de développement et de création de contenu, je suis sûr que ma boîte de prod accepterait qu'on fasse des contenus digitaux pour le web autour du street art à Paris. Et on fait ça, en fait, je crée un programme qui s'appelle Street Off, et qui du coup on tourne 16 épisodes sur l'art de rue à Paris et tout, en hiver, ce qui est une très mauvaise idée, parce qu'en hiver à 16h il fait nuit, donc tu n'as plus de lumière pour tourner, et il fait froid, donc c'est vraiment à nouveau une très mauvaise idée de proposer un projet sur l'art de rue en hiver. Bref, il achète ça, parce que je me débrouille pas trop mal dans la vente et que c'est un pote et qu'il a besoin de contenu. Donc il achète le contenu, on produit toute la saison de contenu, on met ça sur canalplus.fr, je me dis putain, ça va cartonner, c'est trop bien produit, il y a des trucs trop frais. On met ça, 0 vue. 0 vue, personne ne le voit, tout le monde s'en fout. C'est canalplus.fr, tu dis, les mecs mettent le zapping, les mecs passent du temps sur le site et tout, il va y avoir un trafic naturel. En fait, je me rends compte là, 0. Je me dis putain, le contenu est bien, les histoires, raconter des histoires, je sais faire. C'est mon métier à cette époque-là, je sais le faire. Produire, je sais le faire. Par contre, faire en sorte que le produit qu'on met à disposition des internautes les trouve, ou qu'eux trouvent ce contenu-là, j'en suis pas capable. Je me tourne vers Canal en disant, mais c'est pas votre taf ça en fait, de faire en sorte que quand vous produisez un truc, les gens le voient, ils me disent, en vrai on sait pas faire. Et en gros, je me dis, putain, le web c'est un truc de malade, le contenu sur Internet ça va être un truc de malade. Par contre, personne n'est capable de distribuer du contenu, de faire en sorte que que les contenus trouvent leur audience, que les audiences trouvent le contenu. Et là, je me dis, putain, en fait, mais les mecs dans la télé ne maîtrisent pas le web, en fait. Ils vont se faire tuer par ce média-là, mais ils ne le comprennent pas. Et ça ne les gêne pas. Je me dis, en fait, là, on est en 2010, je me dis, il faut absolument que je comprenne ça. Et donc, du coup, je lâche mon job, une fois de plus, en me disant, il faut que j'apprenne Internet. C'est une phrase un peu chelou. Il faut que je comprenne un peu mieux le web. Et du coup, je pars en me disant ça, et je me dis que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Voilà, théorie. Enfin, on peut faire plein de théories et tout, mais je pense que le web, plus que beaucoup d'autres choses, en fait, c'est en pratiquant qu'on apprendra, quoi. Et en gros, je lance un projet en me disant, j'ai envie de voir ce dont je suis capable, j'ai envie de tester des choses, et en fait, je lance un projet qui s'appelle mypelouse.com. Je crois que le site est encore actif. C'est un one-pager qui est une pompe d'un projet qui s'appelle $1 Million Homepage, qui est en gros un mec qui a vendu des pixels 1 euro, 1 dollar le pixel et qui a financé ses études en 2004-2005. Donc le mec est devenu millionnaire en un mois, ce que je trouve être du génie. C'est-à-dire qu'en gros, avec juste un site d'une page, le mec a levé 1 million à 17 ans au fin fond de l'Angleterre. Je me suis dit, mais le mec, c'est un fucking genius. Et je me suis dit, si j'arrive à être 10% aussi genius que le mec qui a levé 100 000 balles, en vrai, je serais peut-être débile, mais je serais content. Donc on lance le site internet en se disant, si on veut refaire cette idée, si on veut pomper cette idée, hein, concrètement, il faut qu'on le fasse, mais avec une nouvelle histoire. Il faut la réinventer, en fait. Il faut que ce soit un remake. Donc, en gros, je me dis, faisons-le au moment de la Coupe du Monde. Je suis avec 11 potes réunis. On se dit, putain, mais lançons-le comme un club de foot qui veut aller voir la Coupe du Monde avec une finalité, dans une période festive et tout, et ça peut marcher, quoi, avec une histoire un peu ouf. Donc, on lance ça. Et puis, la tagline, c'est My Pelouse, ils vendent de l'herbe pour aller voir la Coupe du Monde. Évidemment, c'est une histoire qui est barge. On a un canapé comme ça, recouvert d'herbes synthétiques. On fait toutes les soirées et tout. Et pendant 40 jours, en fait, on se défonce pour essayer d'attirer les RP, d'attirer les budgets des annonceurs. Vas-y. Non, pardon, il y avait un champ lexical assez drôle. Ah bah oui. De l'herbe, on se défonce. Bah oui.
Bien sûr. Tout est exactement. Et du coup, on produit un site web, j'ai jamais fait ça de ma vie. On va sur les réseaux sociaux à fond, on fait des photos, on fait des contenus, on raconte l'histoire. Et puis à un moment, on se dit putain, ce serait bien, peut-être bien de communiquer. Et donc du coup, je regarde sur Internet comment rédiger un communiqué de presse, comment trouver une base de données de journalistes. Enfin, Google quoi, vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je trouve ces éléments-là, on essaye de faire un communiqué de presse, je demande à une copine journaliste si elle peut le relire. On envoie ça, on envoie l'email et en fait, le lendemain, samedi matin, donc on envoie ça vendredi soir, ce qui est le pire moment pour envoyer un CP. Et samedi matin, en fait, coup de fil, mail, genre de LCI, Europe 1, qui sont là en mode les mecs, on adore votre histoire, on va absolument vous avoir en plateau. C'est où votre histoire? C'est le début de la Coupe du Monde. Tout le monde cherche du contenu un peu loufoque, un peu atypique autour de la Coupe du Monde. T'as 11 gars avec tous les types de profils stéréotypes, le mec, la meuf, le Renoir, le mec à lunettes, le rebeu, tu les as tous dans le club, qui sont là en train de se balader dans Paris avec un carré en herbe et qui disent on vend de l'herbe, on vend de l'herbe, on vend de l'herbe. En vrai, clickbait. Clickbait de ouf. Super histoire, et donc du coup on se retrouve à faire tous les plateaux, radio et un peu de télé, en une semaine, avec MyPelouse, des t-shirts mypelouse.com, nanana, bref. On essaie d'attirer des annonceurs et tout, on n'y arrive pas du tout. Maintenant que vous êtes en agence de pub, vous le savez, en fait le blé, il est parti depuis 1000 ans. Ton plan média pour la Coupe du Monde, en juin, au moment du lancement, il est parti il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent du tout. Vous rajoutez à ça le fait que c'est la Coupe du Monde de Nice-Na. Donc en fait, au bout de deuxième match de l'équipe de France, c'est plié. C'est-à-dire que Anelka lui fait le va te faire enculer, les mecs ne veulent pas descendre du bus, plus personne ne va entendre parler de la Coupe du Monde. Donc même s'il y avait eu une idée de génie, même si on avait fait une exécution de bâtard, le blé n'était pas là. Et même il était resté 5000 € quelque part, personne n'aurait mis sur la Coupe du Monde. En vrai, le projet, flingué. Flingué de ouf. Mais réalité. Donc on se retrouve à faire ce projet-là pendant 40 jours. Donc j'apprends tout. J'apprends à développer des sites, j'apprends le social media à ce moment-là parce qu'on se met sur les réseaux pour communiquer. J'apprends à faire des RP à ce moment-là parce qu'on veut juste que les gens entendent parler de notre histoire et lever de la thune. J'apprends à bosser en équipe, ce que j'avais jamais fait précédemment. J'apprends à faire des trucs sur le web en 40 jours. À la fin de ce projet-là, en fait, on lève 4000 €. Je vais voir la finale de la Coupe du Monde du coup en Afrique du Sud. Donc c'est Espagne-Hollande. C'est la dernière apparition, c'est marrant. Donc on part d'Afrique du Sud, je vois la dernière apparition de Nelson Mandela, qui du coup meurt quelques mois après, donc hyper cool aussi. Et je me retrouve du coup là, sans taf, enfin, après avoir vu ce match génial, sans taf, sans projet, en mode ok, bon bah j'ai fait un projet de 40 jours où je vendais de l'herbe sur internet, mais en vrai j'ai pas de taf, j'ai quitté mon taf pour essayer d'apprendre des trucs sur le web, en vrai je fais quoi maintenant? Un peu comme Clémy, désœuvré, je me dis bah je vais aller à Berlin. C'est une pique passionnée, t'inquiète pas. Je pars à Berlin parce que je connais pas Berlin l'été. J'ai connu Berlin en hiver. Là, je me dis Berlin l'été, c'est cool. Et en gros, vous l'avez compris, j'avais commencé à développer une affinité pour le digital à travers ce projet-là vachement. Donc j'avais commencé à faire une curation sur un fil Twitter, des mecs qu'il fallait suivre, des influenceurs et tout. Et à un moment, il y a un mec qui retweet. Il y a Grégory Pouy que j'avais croisé du coup pendant mon aventure MyPelouse, qui fait un, putain, j'en parlais il y a quelques jours, qui fait un FF, donc Follow Friday, pour un mec qui s'appelle Nicolas Scaglino. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Follow Friday, c'est ce qu'on faisait à l'époque pour recommander des gens sur Twitter. Et il recommande un mec qui s'appelle Nicolas Scaglino. Scalino, ouais. Nicolas, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Il s'appelle Nicolas Bref, son nom sur Twitter c'est Scalino, ce qui est un anagramme de Nicolas, peu importe. En fait, je suis, et 2 jours après, il publie un tweet qui est Buzzman recherche un CMRP. En vrai, du CM, j'en ai fait 40 jours. Des RP, j'en ai fait pour mon projet. Je ne sais pas ce que c'est que la com, mais je me dis, putain, Buzzman, ça défonce. Je connais leur taf. À l'époque, ils avaient fait Chabal. En gros, on passe l'entretien et ils me disent, voilà, ok, c'est très cool, on aime bien ton profil, c'est sympa et tout. Par contre, ce que tu as fait, là, ce que tu nous as raconté sur les médias, je m'en fous. Que tu aies créé des émissions télé à succès, je m'en fous. Que tu aies voyagé, fait le tour du monde, je m'en branle. En fait, le seul truc qui m'intéresse, c'est ce que tu as fait en 40 jours. Si tu as été capable de donner de la visibilité à un projet à la con que tu as créé en 40 jours, pour toi-même, sans aucune méthode, seul tout dans ta chambre, tu seras capable de le faire pour des marques. Tu seras capable de le faire ici. Par contre, comme tu connais rien, je vais te payer 2000 balles. Donc là, tu as 27 ans, tu dis putain, vas-y, je me suis fait chier à faire Bac+5, peu importe, j'ai quand même fait de l'expérience, j'ai un profil qui est quand même intéressant dans une autre industrie, mais là, en pub, j'arrive comme un newbie, il me dit vas-y, ça sera 2000 balles brutes et tu commences demain. Ok, c'est Buzzman, hein, franchement, c'est cool, mais tu dis c'est un peu tough de revenir à ce niveau-là et tout. Et il me dit vas-y, donne-nous la réponse demain, et puis si c'est pas toi, tant pis, ce sera un autre. Et il me fait juste avant de partir, on sort un petit truc là demain.
On sent un petit truc là dans la journée, si tu le vois passer, n'hésite pas à le partager, c'est cool. Je rentre chez moi en fait, je vais voir ma mère, je fais ouais l'entretien c'était cool, par contre il y a zéro, enfin c'est mal payé de ouf, je pense en plus je vais être fouetté, le mec ils ont pas l'air... En vrai je suis pas très chaud, j'allume mon ordinateur pour raconter ça à mes potes, et en fait là je vois passer Tipex. Je vois passer Tipex dans ma timeline, c'est ce moment-là, c'est le jour où ils l'ont lancé. Je fais putain les bâtards, c'est un truc de ouf, donc je rappelle Buzzman, je fais on commence à quelle heure demain déjà? Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs venaient de sortir un des trucs qui m'a le plus cassé la tête de ma vie. C'est-à-dire que l'expérience du mec qui sort de YouTube pour effacer le titre de la vidéo, t'es là genre, qui sont ces mecs? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment c'est possible? C'est-à-dire, c'est ouf, c'est parfait. Le truc est parfait. T'as un produit qui efface, t'es sur une plateforme YouTube qui est la plus fermée du monde, qui est Google aux US, t'as un truc qui efface, tu joues pendant 2 heures sur la plateforme à essayer tous les mots, c'est parfait. Tu seras le mec le moins bien payé de l'histoire de l'humanité, peut-être, mais peu importe en fait. À ce moment-là de ma vie, je me dis, bosser pour ces mecs-là, comprendre comment ces mecs-là fonctionnent, meilleure idée du monde. Vas-y. Voilà. J'arrive, donc je commence chez Buzzman, et en gros, je suis parachuté donc, sur un rôle de RP que je connais pas, donc globalement faire le taf de Manon. J'avais fait ça pendant 40 jours pour moi, et faire le rôle de CM, donc en gros, un peu un profil entre Pierre et Yacine, quoi, mais plutôt Yacine. Et en gros, je fais ça pendant 1 an sans rien comprendre. Les mecs me demandaient des devis, j'ai jamais vu de devis de ma vie. Des stratégies éditoriales, j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, les mecs vont à une vitesse 3000. Imaginez-vous juste que c'est Buzzman au moment où les mecs viennent de sortir Tipex. Donc, les mecs, en termes de business, tu as un coup de fil toutes les 15 secondes de mecs qui veulent bosser de mecs qui veulent que tu bosses pour leur marque. Donc, en gros, la boîte double de taille en 1 an. Ils ont déménage de locaux, recrutement à gogo, du taf, mais tu sais même plus quoi. Enfin, voilà, vraiment croissance hyper forte. Et moi, je me retrouve au milieu de ça. Et ce qui est très cool là-dedans, c'est qu'en fait, je bosse sur les RP. Et au RP, il n'y a personne. Et donc, du coup, le mec qui valide mon travail en RP, c'est le boss, Georges. Et donc, du coup, je me retrouve à 21h à attendre dans son bureau qu'il me valide des éléments, à discuter avec lui de 21h à 22h pour qu'il me fasse les feedbacks sur ces éléments, à rester tard, mais en fait, à apprendre de ouf. À apprendre de ouf. Parce qu'en gros, c'est le moment où le mec est plus en réunion, c'est le moment où le mec est prêt à échanger, et tu vois des trucs, en fait, que les autres ne voient pas. Donc, une espèce de chance de ouf, qui est de se dire, voilà, tu es dans un endroit cool, un très bon moment, et en plus, tu bosses pour un mec qui est très fort, qui est très très fort dans ce qu'il fait. Et en gros, je fais ça pendant des mois, je me fais fouetter. Fouetter, j'apprends en fait. Je pense que travailler en fait et observer et puis discuter avec des gens, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Hein. Je pense que la théorie, c'est très bien. Je pense que la pratique et la pratique intensive, un peu comme dans le sport, c'est le meilleur moyen de progresser. Il n'y a pas d'autre méthode, hein. Il n'y a pas d'autre méthode, quoi, c'est sûr. J'apprends, j'engrange plein de savoirs, je fais plein de trucs, je regarde, je parle aux gens, je suis hyper curieux, je connais rien en pub. J'ai jamais vu de créatif, j'ai jamais vu d'account, j'ai jamais vu de planner, je sais pas ce que les mecs font, j'ai jamais vu de producteur, mais là en fait j'apprends en express. Au bout d'1 an, où j'ai bossé sur plein de campagnes, pas du tout en création, vraiment à l'époque c'est du CM sur SFR, je bosse sur Durex au Moyen-Orient, autant vous dire que c'est pas le truc le plus facile du monde. Genre engage sur Durex au Moyen-Orient, ouais, ok. On va te faire une strat pour ça, aucun souci. SFR, un truc millennials, et BIC, des trucs comme ça, des marques comme ça. Et exigence créative de malade et tout. Au bout d'1 an, en fait, les mecs de télé que je connaissais reviennent me voir en me disant, voilà, on aimerait bien que tu bosses, on aimerait bien que Buzzman bosse sur nos émissions télé d'M6. Et je me dis, putain, c'est trop cool. Pour la première fois, les trucs que j'aime vraiment, M6 et le truc de Buzzman, les deux vont pouvoir se rencontrer. Et du coup, je vais pouvoir bosser sur ces sujets-là. Je me dis, c'est quand même chambé. Je vais voir le patron de Buzzman en me disant, putain, c'est cool en fait, toi qui aimes vachement l'entertainment, parce que Buzzman, ce qu'ils font, on va se le dire, hein, c'est vraiment beaucoup de contenu autour de l'entertainment et créer des expériences de marque qui amusent les gens, quoi. En tout cas, historiquement à l'époque. Et je lui dis, voilà, tu as la possibilité de faire ça, je t'amène le business, c'est cool et tout, je ne demande rien. Je lui dis juste, c'est cool pour l'agence, on a un projet. Et lui dit, mec, il n'y a pas d'argent, on s'en bat les couilles. Je fais, bon, ok, bon, bah tant pis, mon rêve se part en fumée. Et M6 me dit, mais du coup, qui tu nous recommandes? Si on ne peut pas bosser avec vous, est-ce que tu as des gens, naturellement, que tu recommanderais pour qui pourraient prendre du coup la place de Buzzman? Et là, je réfléchis, je me dis, putain, en fait, je ne sais pas qui recommander. En France, à Paris, créatif, audiovisuel, que je connais et qui sont bons, que je peux recommander, personne. Et je leur dis, bah désolé, en fait, je ne sais pas à qui je peux vers qui je peux vous rediriger, parce que je connais personne qui pourrait faire ce taf-là aussi bien que les gens qui sont en place là où je suis, quoi. Et donc je raccroche, et en fait, je me dis, putain, en fait, il y a une opportunité.
pour faire des trucs très cool avec un secteur que j'adore, l'entertainment et la télé historiquement, pour faire des trucs et en fait, il n'y a personne sur le marché. Et en fait, 3 mois après, je suis barré de Buzzman. Donc en 11 mois, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de la com chez Buzzman. J'ai demandé au créatif Benoît de me faire un logo horrible, qui est le pire logo du monde. Il est horrible le premier logo d'Erwin, regardez-le si vous arrivez à mettre la main dessus. Et je me barre en fait et je pose madame chez Buzzman en disant écoute, Georges, merci beaucoup, je me casse, je vais monter mon agence. Il me dit ça s'appellera Derwin. Il me dit putain, c'est cool, je peux prendre des parts, ça t'intéresse? Je fais franchement non. Je fais en vrai, je veux bien de ton aide, mais franchement, je veux pas rester dans tes locaux, je veux pas être sous ton aile directement parce que en vrai, je grandirai pas ou plus ou différemment et ça m'intéresse pas. Par contre, voilà, si tu as des conseils, si tu as tout ça, genre, je suis hyper preneur et tout. Il me dit ok, bon bah je vais te faire une rupture conventionnelle, donc quand même très cool. Parce qu'en gros, le mec il démissionne, il a rien, le mec il a une rupture conventionnelle, il a les acédiques et un peu d'oxygène pour respirer. Donc il me file une rupture conventionnelle en me disant voilà, n'hésite pas à revenir vers nous, si tu as besoin de trucs, n'hésite pas. Et puis en fait, il m'a renvoyé même du bise, il m'a envoyé vers des projets, des clients qu'il ne pouvait pas prendre, qui étaient trop petits pour lui. Et en fait, le premier bureau de l'agence, officiel, on va dire, c'était en bas de chez lui. Parce qu'en gros, en bas de chez lui, de son appart, il y a une espèce de... Un peu comme là, il y a un magasin qui donne sur rue. Et en fait, il m'a filé les locaux pendant 6 mois pour que je puisse développer Derwin. Mais après que j'ai lancé ma première opération. Donc je me suis barré, je suis allé au MIP, qui est le salon international de la télé où Pierre est intervenu il y a quelques mois. Et en gros, je suis allé distribuer des cartes de visite pour dire ouais, Derwin existe les mecs, il y a un besoin sur le marché, faire du web et de la création, vas-y, je fais ça. Je savais rien faire. Mais ouais, vas-y, je suis chaud, vas-y, tiens, les cartes de visite et tout, etc. Je pitch l'agence de 200 manières différentes. Ouais, on fait de la social TV. Ouais, c'est cool, nanana, mais oui, t'inquiète. Mec, tout seul, j'avais rien, j'avais même pas le pass. Enfin, je suis allé du coup à un festival, t'avais pas le... Tu fais que les soirées gratuites où tu croises les mecs en sortie de soirée pour faire genre, ouais, c'était cool. Tiens, prends la carte, ouais, on se voit. Tu vas à la conférence, ouais, je t'y vois, mec. T'as pas de badge. Donc tu n'iras pas à cette conférence. Bref. Fake it to make it. Je fais ça pendant quelques semaines et puis en gros, je monte la boîte un peu administrativement, je galère et tout, parce que c'est galère un peu de monter la boîte à l'époque avant autant d'entrepreneurs. Et je me dis, bah, maintenant qu'en fait, tu as du temps, tu as de l'envie et de l'ambition, fais ce qui te fait kiffer, quoi. Je vous l'ai dit, moi ça ne m'intéresse pas en fait de redescendre en termes de kiff. Si je continue à avancer, c'est pour kiffer plus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui te ferait kiffer en fait? Et en gros, quelques semaines avant, Bref est sorti. Kiff 3000, le premier épisode, Kéron malade, les mecs de Bref malade, le son malade, le rythme malade, l'histoire malade, la narration, le digital, ouf. Je vois ça passer. Et comment je vois passer sur mon fil Facebook? C'est que le mec, le fameux Gilles Fraissinet, qui a été en cours avec moi, qui a acheté mon premier programme sur Canal Street, vient de lancer en fait Bref, parce que c'est lui qui gère ça à Canal. Je vois passer ça, je me dis, mais c'est une tuerie, mec, ce que vous faites. C'est mortel, c'est exactement ça. Vous avez tout compris, quoi. Entertainment, digital, vous prenez les codes d'aujourd'hui, ça défonce, bravo Canal. Et je leur dis, par contre, putain, en digital, je vois rien, quoi. Je vois les épisodes qui sortent tous les 2-3 jours, chelou. Par contre, je comprends pas, entre les deux, il n'y a rien, il n'y a pas de strat, vous pourriez aller tellement plus loin, quoi. Il me dit, bah ouais, c'est vrai, mais en fait, on leur a proposé des trucs, ils ont tout bâché, quoi. Les mecs sont trop exigeants, créativement, c'est des ayatollahs, c'est des nazis de la création. C'est leur bébé, ouais. C'est Canal en fait qui a diffusé ça. Moi je connais les mecs de Canal. C'était eux les nazis, c'est les mecs de Bref. Les mecs de Bref, les mecs de Bloqué, Serge Le Mito, c'est des nazis de la création. C'est-à-dire qu'en gros, c'est leur bébé. Et si tu ne comprends pas leur délire, ou tu n'as pas bien compris l'histoire, ils te tâchent directement, quoi. C'est des vrais créatifs d'IP, si tu veux. Comme Stanley, quoi, en gros. Et du coup, je me dis, putain, mais ça serait mortel comme premier client. Tu vois, je me dis, putain, t'es un mec qui monte seul une agence sur l'entertainment, premier client Bref, c'est quand même parfait, quoi. Je taffe. J'ai un vieil ordinateur chez moi, d'étudiant là, un vieux Dell à 1 € par jour, blablabla. Je taffe dessus, je fais des PowerPoint, j'ai jamais fait de vente. Je fais un PowerPoint et tout, j'arrive avec 8 idées. Je vois mon pote Gilles, je dis, voilà mec, j'ai 8 idées sur mon ordinateur, je crois que ça défonce, c'est vraiment bien, j'ai mis tout mon sang. Brian le sait, je connais par cœur les épisodes de Bref, je les ai matés dans tous les sens pour essayer de faire le truc qu'un fan kifferait. Parce que je me dis, putain, je veux faire des trucs pour Bref. Tu peux pas décevoir les gens sur Bref. Le truc est trop bien. Tu peux pas faire un truc pas terrible en digital, tu te fais fusiller directement parce que le contenu original est trop bien. Du coup, je présente les idées à mon pote Gilles de Canal et il me dit, putain, c'est cool, je veux bien le présenter à ma boss. Je vais voir la boss de Gilles 2 jours après, je présente. Tu sais, tu trembles, tu es comme ça, tu vas à Canal, tu dis putain, c'est trop cool, je présente mes premières idées, elle regarde les idées, 8,
Elle dit voilà, c'est bien, celle-là on la tège, la numéro 8 on la tège, elle est naze. Tu vas voir la boss, donc je vais voir la boss de la boss. Elle regarde les 7 idées, elle me dit putain c'est cool, la numéro 7 on la tège. Il reste 6 idées, elle me dit voilà, demain tu vois les mecs de Bref. Je vois les mecs de Bref, ils voient les 6 idées et me disent c'est nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est pas de la pub. C'est pas de la pub en fait. C'est ce que nous, créateurs de Bref, on aurait pu faire si on savait le faire. Ça nous ressemble en fait. On sent que tu t'es plongé dans notre contenu, on sent que t'aimes le contenu, que t'es un mec qui comprend la série et que du coup ce que tu fais c'est tellement naturel et fluide qu'on aurait pu le faire si on savait le faire. Et en gros tout ce que Derwin a produit du coup sur Bref a été conçu à ce moment-là, donc 10 jours après la création de Bref, en se disant putain mec si tu lances ta boîte, fais ce qui te plaît quoi. Fais ce qui te plaît quoi. Vise le truc le plus cool que tu puisses atteindre et que potentiellement tu ne puisses même pas atteindre, vise très très haut parce que si ça marche, ça démarra quoi. Moi j'avais pas envie de me faire des trucs alimentaires genre vas-y je démarre, du coup je vais faire la marque de fringues du beau-frère de mon voisin. C'est quoi le meilleur truc en France? Bref, vas-y je veux Bref. Je veux Bref, il y a de la place. On produit, premier truc qu'on produit c'est un truc qui s'appelle Capote 3000, donc c'est des capotes qu'on a produit, customisées là, qu'on a sorti pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. Donc en gros c'était Bref, sortez couvert, mettez des capotes. Il y a un épisode de Bref qui est dédié à ça, donc le truc est juste parfait quoi. Tu utilises Bref comme une marque avec Canal+ pour lutter contre le sida, cassage d'Internet. Le truc casse Internet sur les médias sociaux. L'application Facebook qui fait 1 million d'inscrits en 2 semaines. Les mecs n'ont jamais vu ça, ils récupèrent de la data. On fait un jeu concours. En vrai, on prend le premier Topcom en 15 jours. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un Topcom en fait. La seule chose que je sais, c'est qu'en gros, je les remplissais pour Buzzman et que ça faisait cool dans l'armoire. On les remplit, on prend le premier Topcom en 15 jours. Donc c'est un mec qui a passé 11 mois en agence, qui vient de la télé, qui a aucune expérience, aucune connexion, qui fait juste un truc qui le fait kiffer, qui taffe, convainc, produit avec une exigence de bâtard, parce que évidemment je vous passe ça, mais j'étais tout seul à produire tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe. C'est moi qui demande à un pote freelance de faire le graphisme, demande à une boîte de dev le truc, parle au client, va voir les prestataires pour faire les capotes, va voir les mecs pour faire le design, fais le légal pour valider, parce qu'en fait tu distribues des capotes à des jeunes, en vrai tu peux pas te foirer, donc en gros tu t'assures que les capotes que tu produis sont sont oversafe, sinon fail. Tu sais, ton agence que tu viens de monter, mec, c'est l'agence la plus courte de l'histoire, quoi. 15 jours, Bref, l'agence Brève. Super Brève, voilà. Bref, j'ai foiré. Bref, j'ai donné le sida à 200 000 personnes. Le worst case study de l'histoire, quoi. Horrible. Horrible. Donc autant vous dire que beaucoup de taf à produire en 15 jours. Et on le produit, et en fait... Le mec qui, 1 an avant, se disait « Putain, j'ai fait le tour du monde, je suis capable de tout », commence à se rendre compte qu'en fait, c'est pas une utopie. Qu'en vrai, je suis capable de tout. Qu'en vrai, que chaque personne est capable de tout si tu as vraiment fucking envie et que tu donnes les fucking moyens, quoi. Et là, je me dis « Putain, mec, c'est parti. » C'est parti, j'ai lancé un truc qui cartonne. En 15 jours, en fait, je suis passé de mec qui distribue des cartes de visite sur la plage en mode mytho pour avoir des clients au MIP, un mec qui a sorti une opération qui cartonne, qui est présente partout, qui passe au Grand Journal, qui est dans le Parisien, qui est dans Elle. Le truc est tout part en 15 jours, tout seul. Je me dis putain, ok, on y va quoi. Et donc du coup, les mois qui ont suivi, j'ai produit toutes les idées que j'avais présentées. Tout a été produit, les jeux concours, l'application mobile Bref où tu pouvais appeler les mecs de Bref, tous ces trucs-là, ils ont été produits et ils sont partis d'un sentiment de se dire je veux viser bête de gros et je veux faire le meilleur truc dès le démarrage. Parce qu'en fait, si tu démarres très haut, tu peux aller que plus haut. Si tu démarres là, en fait, tu as galéré, putain, pour monter ces fucking escaliers, quoi. Si tu démarres là, en fait, tu positionnes des agences, pour que vous sachiez, il y a 750 agences nouvelles qui se créent tous les ans. Donc, tous les ans, on a 750 nouveaux concurrents sur le marché. Moins chers, qui ont plus envie. Vas-y, Pierre. France, mec. Mais attends, mais Pierre, ça demande quoi de créer une agence, en fait? Ça demande quoi de créer une agence? Voilà. Que dalle. Il suffit de dire que tu as une agence et tu es une agence. En même temps, tu as 700 agences. Ouais, tu peux. PBS. Peut-être pas. Et dans le même temps, en fait, tu as 700 agences, tu as 800 agences qui meurent tous les ans. Qui ferment tous les ans. Bah ouais. Si c'est aussi facile à fermer, à ouvrir, c'est que tout le monde peut rentrer. Tu as 800 agences qui disparaissent tous les ans. Ah, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est le métier le plus facile du monde, quoi. Je suis une agence. Je vais faire une strate de com. Voilà. Pas de techno, pas de tout ça, donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'est né Derwin. C'est comme ça vraiment qu'est né Derwin. Juste la petite histoire.
La table à repasser que vous voyez quelque part à l'agence, c'est la table à repasser qui est le premier bureau, là où j'ai produit les premières idées. Je ne suis pas un créatif de pub, je n'ai pas étudié la pub, j'ai fait un semestre de market où je bossais sur Evian et L'Oréal. Autant vous dire que ce n'est pas là où j'ai appris des trucs, mais j'avais juste extrêmement envie de faire des trucs et j'avais faim. J'avais faim, j'ai encore aussi faim. Et du coup, j'ai juste bossé. Donc en gros, c'est pour ça que cette notion de se dire parfois c'est pas mon taf ou je sais pas faire, pour moi, ça n'a pas de sens ici. Parce que vous êtes face à un mec qui vous embauche aujourd'hui, qui savait rien faire en fait il y a 7 ans. Je savais faire moins que chacun d'entre vous quand j'ai démarré. Moins, vraiment. J'étais vraiment moins malin, moins fort, etc. Et en fait, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur d'apprendre, j'ai pas eu peur de taffer, j'ai pas eu peur de me tromper. Vous l'avez vu, le début du parcours, j'ai failé des trucs dans tous les sens. Et la raison pour laquelle j'accepte cette marge d'erreur, c'est qu'en gros, quand on prend des risques, bah, c'est normal qu'il y ait une part d'échec. Par contre, l'échec sur ce que vous devez savoir faire, ça ne va pas. Si vous échouez, c'est parce que vous avez tenté quelque chose de différent, de nouveau, d'original, de risqué. C'est là où je trouve que l'échec est naturel. Donc en gros, vous comprenez un peu mieux pourquoi je me suis dit que j'allais formaliser cette présentation et vous raconter tout ça. Parce qu'en fait, les 15 premiers jours de Derwin sont à l'image de ce qu'on reste en fait. Tu vois, j'avance rapidement, mais quand on a gagné le premier pitch européen, donc qui était Unity Media, qu'on a gagné un client un opérateur du câble en Allemagne en étant une agence française, en 2013 en étant 15 mecs sans allemand dans l'agence, tu te dis comment c'est possible? Pourquoi est-ce que des mecs vont donner un demi-million d'euros à une agence française qui n'a pas d'allemand? Voilà. Parce qu'en gros, on a montré que créativement, on était plus fort et c'est comme ça que Clémy est arrivé. Et c'est pour cette base-là que Clémy a été recruté. Il y a 4 ans? Il y a 3 ans. Quand Netflix est arrivé en France et qu'on était 12, qu'on était face à des agences beaucoup plus grosses, pourquoi est-ce que les mecs vont venir voir Derwin en vrai, hein? Question, on n'est pas l'agence la plus grosse, la plus forte. Par contre, tellement fin, tellement spécialisé, tellement passionné, on a cassé l'appel d'offres. L'appel d'offres, on l'a cassé. Les mecs ont recruté Mathieu Abaddon, qui est un ancien de chez nous, parce que très fort et très ambitieux. Et pourquoi j'ai ouvert Berlin? Alors juste pour la petite histoire, hein, les équipes, donc quand on a gagné le pitch allemand, en fait, on a recruté 6 ou 8 Allemands, plus Clément et d'autres personnes. Et au bout de 2 ans, ils ont dit ça serait cool d'ouvrir Derwin Berlin. Vous le voyez que l'entrepreneuriat, c'est une dimension hyper forte pour moi. La capacité à faire des projets, à démarrer des choses, je le vois dans chacun d'entre vous, parce que je l'ai vu en moi-même. Ça n'existait pas chez moi avant que je voie l'opportunité. Donc je pense fondamentalement que chacun a le pouvoir et l'envie et la capacité de monter des projets, même ambitieux. Donc quand les équipes allemandes m'ont dit, voilà, nous on aimerait bien aller à Berlin l'année prochaine, faire un business plan et tout, j'ai dit, putain, mais c'est charmé. Franchement, c'est charmé d'ouvrir une filiale à Berlin. Ça doit être sûrement très dur, mais ça peut être qu'un truc intéressant. Donc on a fait un business plan sur 18 mois en se disant, voilà, on a un contrat, on a un client sur 18 mois, on va essayer d'en récupérer plus. C'est comme ça qu'on a gagné Arte, France et Allemagne. Du coup, ça fait un deuxième client, donc le business plan marchait plutôt bien. Et on a dit au client, voilà, on va ouvrir une filiale en Allemagne, peut-être dans 1 an et tout, peut-être dans 6 mois au fur et à mesure. Et en fait, Netflix, on leur a dit, ils ont dit, nous, on veut bien vous donner le business allemand de Netflix, mais si vous êtes là-bas dans 6 semaines. Donc, il n'y avait pas de Philippe Rousseau à l'époque. Mais en gros, tu te retrouves avec un client qui est Netflix, qui te donne un demi-million par an, qui te dit, mec, si ton projet de 6 mois, tu le fais en 6 semaines, en plein mois d'août, entre juillet et août, autant vous dire que usine à gaz, je te file mon bise. Tu le fais. Et on l'a fait. Vas-y. Vas-y. Oui, évidemment, tu le fais, tu trouves des solutions. Ouais, tu trouves des solutions et c'est quelque chose qui semble complètement ouf où tu dis putain, 6 mois pour monter une boîte, c'est normal quoi. Tu veux aller dans un nouveau territoire, administrativement c'est une galère, tu dois recruter des gens là-bas, enfin tu dois faire plein de trucs qui sont hyper compliqués déjà en France. Alors le faire dans un pays qui n'est pas le tien, usine à gaz, on l'a fait en 6 semaines. Ça a duré 1 an et demi, il y a eu des erreurs qui ont été faites et que j'ai commises qui ont fait que ça s'est effondré. Mais en gros, moi, je suis super content de l'avoir fait et je me dis que c'est une super expérience et du coup, le prochain bureau qu'on ouvrira, il sera beaucoup plus facile. Donc en gros, l'idée d'entreprendre, d'oser, d'innover, de faire des choses différentes, pour moi, c'est fondamental dans le travail qu'on fait au quotidien. Ça fait partie de la nature même de ce qu'est Derwin, quoi. Donc je voulais vraiment prendre le temps de vous le rappeler parce qu'en gros, les erreurs et les succès que vous avez pu voir et dont je pourrais vous parler pendant 1000 ans constituent en fait ce qu'est Derwin. Et on n'arrêtera pas d'être comme ça en fait. On n'arrêtera pas de prendre des risques. On n'arrêtera pas de croire en chacun des gens qu'on recrute. Parce que moi, à chaque fois que je recrute quelqu'un ou que Philippe me donne un contrat à signer, je lui dis putain, voilà une personne de plus qui va permettre à l'agence d'aller 10 fois plus loin. C'est pas 1 fois plus loin, c'est pas 2 fois plus loin. Chacun d'entre vous, si moi j'étais capable de faire ce que je fais, la somme des personnes qui sont face à moi, vous imaginez le bordel qu'on peut continuer à faire? C'est ouf en fait. Moi, c'est ça que je vois en vous, hein. Globalement, je vous dis assez sincèrement, chaque personne que je recrute ici, en tout cas que les équipes recrutent, j'attends ça de vous. Je me dis que vous pouvez le faire en fait. Voilà. Donc, voilà ce qu'est Derwin.
voilà l'origine en tout cas de ce qu'est Darwin. Je suis allé très très vite sur la partie l'agence en elle-même, parce que ça vous la connaissez un peu quoi. On a gagné Canal, bref. Ensuite TF1 est venu ensuite on a récupéré Fort Boyard. Ensuite TF1 est venu nous voir avec un contrat cadre. Ensuite on a gagné le retainer allemand pendant 3 ans, première campagne internationale. Tous les ans on a gagné des prix internationaux. Ça pareil, hyper important. Tu es une petite agence française sur un tout petit marché français qui bosse sur une niche qui est l'entertainment. Vas-y sur les prix internationaux. Parce qu'en fait, si tu gagnes des prix internationaux, tu as un rayonnement international. Si tu as un rayonnement international, des clients internationaux viennent penser à toi. La raison pour laquelle Netflix est venu nous voir, c'est que quand on a bossé sur MTV et qu'on a fait la griffe là, sur Twitter, ça a gagné un Shorty Award. Alors qu'en gros, les mecs, ils avaient mis Orange is the New Black dans toutes les catégories. En fait, on les a tués avec la griffe. Du coup, ils se sont dit, c'est qui cette agence française? Et quand ils ont lancé Netflix en France, ils ont fait appel à cette agence française qui avait été meilleure qu'eux sur un prix international. Si on s'était contenté de Topcom, etc., en France, bah, les mecs, ils n'allaient jamais en entendre parler. Donc l'ambition d'être hyper visible, de faire du travail qui soit global, de travailler sur des marques qui soient globales, Netflix, Spotify, YouTube, ce qui est très cool, PlayStation, Bacardi, c'est que c'est des marques qui parlent sur le monde entier. C'est des marques qui parlent sur le monde entier. Et donc du coup, quand on fait du travail de qualité chamé en France, le potentiel que ça a, c'est du rayonnement putain d'international. Et si on a du rayonnement putain d'international, Nike accepte de nous voir pour qu'on pitch. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas être une agence française. Ça ne m'intéresse pas de résumer Darwin à une agence française. C'est pour ça que le nom est anglais. C'est pour ça que je vous prends la tête à faire des réunions en anglais. C'est pour ça que vous comprenez que la dimension et les équipes sont de plus en plus internationales parce que l'ambition est de continuer à bosser sur des projets de plus en plus gros et de plus en plus internationaux. Et quand tu es la meilleure agence d'entertainment du monde, bah, tu as besoin de parler anglais. Et tu as besoin de bosser sur des marques internationales. Voilà globalement pour la genèse de l'agence. J'ai fait plein d'erreurs. Voilà, donc tout n'est pas parfait chez Darwin. En tout cas, là, vous avez la vision et l'origine. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, vraiment, vous n'hésitez pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris un max de trucs en 6 ans. Je les ai résumés là-dedans. Ils sont là-dedans, en fait. L'intérêt de ce truc-là, c'est que tout ce que j'ai appris, parce que j'en ai appris des putains de trucs, c'est là-dedans. C'est vraiment là-dedans. Donc, lisez-le, en fait, à la lumière de... C'est pas un truc que j'ai posé pour me faire kiffer. C'est pas un livre de guidelines comme on peut en produire ici. C'est en fait le fruit de 6 ans de galère. 6 ans d'ambition, 6 ans d'échecs, de succès et de travail créatif. Donc, en gros, ça, lisez-le et continuez à faire de l'excellent travail à tout défoncer. Merci beaucoup.